Ok, donc je suis très heureuse de vous accueillir aussi nombreux pour notre conférence débat qui clôture donc un cycle ciné-débat qui s'intitulait Le cinéma s'invite à l'université. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient participé à ce cycle à l'automne. Ça avait été lancé par le réseau Salariat. C'était vraiment une initiative importante dans trois universités belges, à Bruxelles, à Mons et à Liège, en partenariat avec Econosphère. Donc, je vais vous présenter très rapidement ces deux réseaux qui ont donc initié ce cycle et qui ont permis d'organiser cette conférence de clôture. Donc, Econosphère, dont je suis coordinatrice avec Bruno Borin, c'est un réseau de chercheurs issus des mondes académiques, syndicaux et associatifs. Et son objectif est double, à la fois promouvoir des alternatives et des courants qui s'opposent à la pensée néolibérale dominante, mais aussi, en particulier, puisque c'est éconosphère, ramener les questions économiques à l'intérieur du débat démocratique. Et c'est bien ce que nous ferons ce soir avec l'organisation de cette rencontre. Donc qui va permettre de lancer le débat sur les enjeux du salariat et les perspectives à venir. Donc, deuxième réseau organisateur, c'est le réseau Salariat Belgique. C'est une association d'éducation populaire qui réunit des travailleurs de tous les horizons, des syndicalistes, des retraités, des chômeurs. Enfin, je dis des retraités parce que ça a été initié, des pensionnés, ça a été initié en France. Et donc, à Belgique, la locale se trouve à Liège. À Bruxelles et à Liège. Et donc, c'est vraiment des travailleurs et travailleuses au sens large, chômeurs, parents, étudiants, enfin au sens large, au sens surtout de la définition de Bernard Friot qu'il définira tout à l'heure. Donc cette association d'éducation populaire promeut une pensée révolutionnaire orientée vers l'appropriation collective des moyens de production et l'instauration d'un salaire à vie pour toutes et pour tous. Donc voilà pour la présentation des deux réseaux organisateurs. Maintenant, venons-en à la thématique de ce soir que nous souhaitons questionner, celle de l'avenir du salariat. Elle se pose en effet à nouveau frais étant donné la très vaste offensive contre le salariat aujourd'hui, que ce soit en Belgique ou en Europe. Le terrible prétexte utilisé par les instances européennes, les gouvernements et les employeurs pour fragiliser l'ensemble des salariés est ce que j'appelle le mantra européen, une sorte de leitmotiv lobotomisant selon lequel il faudrait flexibiliser le travail, flexibiliser le coût du travail, réduire la protection sociale. Et pourquoi ? Eh bien, pour améliorer la compétitivité et donc l'emploi. Et ce mantra est pourtant vide de sens, car depuis 30 ans, cette recette néolibérale ne fait qu'affaiblir en réalité les protections des salariés sans jamais créer d'emploi. Et pourtant, en ce début d'année, en Belgique, on a bien 3 projets de loi agressifs qui réactualisent ce mantra. Hein. Alors, certains d'entre vous les connaissent. Ce sont des attaques assez violentes. 3 projets de loi, l'un sur les salaires, l'autre sur le temps de travail. C'est la loi travail, la loi Peters, qui a déjà été la cause de beaucoup de mobilisations. Et enfin, le dernier projet de loi sur la sécurité sociale. Et donc c'est vraiment sur ce projet qu'on focalisera essentiellement l'attention ce soir. Donc c'est la fragilisation du financement de la sécurité sociale avec l'idée étant d'organiser le déficit par un sous-financement larvé et de justifier de nouvelles coupes en matière d'allocation de soins de santé, etc. Donc ces 3 projets de loi qui font l'actualité belge ne vont pas vers un renforcement du droit du travail, vers un renforcement de ce qu'a pu être le salariat, mais bien vers un travail sans droit et plus largement vers un approfondissement de ce qu'on pourrait appeler la société managériale dans laquelle nous vivons, caractérisée par la non-répartition de la valeur produite, le sous-emploi, la restriction de la sécurité sociale, qui est justement, donc en fait, tous ces projets de loi
en Belgique nous éloigne un peu plus de la société salariale, caractérisée justement par ce qu'a pu être le pacte social, hein, c'est-à-dire la redistribution des richesses, le plein emploi stable et l'extension de la sécurité sociale. Donc ce pacte social, il est rompu depuis bien longtemps déjà. Et donc, étant donné cette troublante actualité et ce contexte de ce qu'on pourrait dire de guerre contre le salaire, guerre généralisée contre le salaire au sens large, nous allons donc axer la discussion sur la dernière réforme évoquée en particulier, c'est-à-dire celle de la sécurité sociale, qui cristallise aussi cette réforme sur la Sécu, les évolutions en matière de temps de travail et de salaire, évidemment. Donc, je poserai deux questions aux intervenants. Quid de la sécurité sociale? Est-ce l'essence même du modèle de sécurité sociale qui est mise en cause aujourd'hui? Et avec lui, les caractéristiques de la société salariale que je viens d'évoquer. Et deuxième question, est-ce que les syndicats qui semblent perdre un peu la main sur tant la gestion des caisses de la sécurité sociale que la négociation sur le salaire, que le temps de travail, est-ce que le syndicalisme, qui est évidemment très lié aux syndicats, quel est l'avenir du syndicalisme étant donné ce qui apparaît aujourd'hui comme avenir du salariat qui se dirige quand même de plus en plus vers une société dite managériale, où il ne reste pas forcément encore grand-chose à négocier. Mais bon, je vais maintenant arrêter là pour la thématique et pour discuter de cela. Je suis très heureuse donc d'accueillir 4 intervenants que je remercie chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Bernard Friot, que vous connaissez peut-être, certainement, pour la plupart d'entre vous, qui est donc professeur émérite de l'Université Nanterre Paris 10. Il est économiste et sociologue. Ses recherches portent sur la sociologie du salariat et sur les systèmes de protection sociale en Europe. Il anime un réseau de recherche, l'Institut européen du salariat, et aussi donc, le réseau Salariat dont on parlait tout à l'heure, une association d'éducation populaire. Il est auteur de nombreux ouvrages, j'en citerai 2, Puissance du salariat, réédité en 2012, et Émanciper le travail, publié en 2014. L'ouvrage est disponible d'ailleurs à l'entrée. Donc Bernard est déjà intervenu plusieurs fois pour Econosphère. En revanche, c'est la première fois que nous avons le plaisir d'accueillir 2 syndicalistes ici présents, que vous connaissez tous. Marie-Hélène Ska, donc vous êtes sociologue de formation, devenue secrétaire générale de la CSC depuis mars 2014, après plus de 20 ans de carrière au sein du syndicat chrétien. Et Jean-François Tamellini, économiste de formation, je pense, et qui est secrétaire fédéral ad intérim de la FGTB depuis 2012, après avoir travaillé plus de 15 ans pour la FGTB Métal. Et enfin, Cédric Leterme, ah oui, non, donc Marie-Hélène et Jean-François, si vous avez évidemment l'historique divergence rouge-vert, je vous ai trouvé 2 points communs. Vous êtes tous 2 diplômés en management public et mandataires de plusieurs institutions de sécurité sociale, ce qui vous permettra très certainement de nous révéler les dessous de la réforme actuelle et le rôle du syndicat dans cette affaire. Et enfin, donc, Cédric Leterme, je disais, donc, qui est donc fraîchement docteur en sciences politiques. Félicitations, c'était hier. Il est courageux. Et donc aussi un des porte-parole de riposte.cte. Alors, .cte, CTE, ça veut dire quoi? Ça veut dire chômeur, travailleur engagé. Et donc, ce vocable s'oppose à TSE, c'est-à-dire travailleurs sans emploi. Donc, Riposte, c'est un collectif autonome de lutte pour les droits déconditionnés aux allocations de chômage et plus largement pour l'extension de la sécurité sociale et la réduction collective du temps d'emploi et non pas de travail. Et on pourra en parler plus largement, justement, tout à l'heure, quand on évoquera les possibles revendications et stratégies politiques pour créer des alternatives. Donc, voilà, j'ai presque terminé. 2 détails techniques
Pour la salle, étant donné donc le nombre important de participants, hein, et merci encore d'être aussi nombreux ce soir, nous avons décidé de procéder par questions écrites. Voilà, pour éviter justement, parce qu'on estime que c'est quasiment plus démocratique. Donc nous vous demandons donc au fil des interventions qui vont avoir lieu maintenant, d'écrire vos questions sur une feuille qui se trouve, j'espère que vous avez tous pris le dossier documentaire à l'entrée. Et dans ce dossier à la fin de ce dossier documentaire, vous avez une page. Voilà. Et donc, lors des interventions, si des questions vous viennent, vous pouvez donc noter votre question en précisant l'orateur ou les orateurs que vous souhaitez interpeller. Et les questions seront ensuite récoltées et, voilà, et, donc, et posées aux intervenants. Voilà. Donc, maintenant, pour les intervenants, je vous demanderai expressément de ne pas dépasser les 15 minutes d'intervention qui vous sont imparties, sans quoi, voilà, Dorothée vous arrêtera brutalement. Après les 4 interventions, vous aurez de toute façon l'occasion de compléter votre propos lors d'une table ronde. Et puis nous passerons aux questions. Voilà, donc tout un programme, et commençons par le commencement avec l'intervention de Bernard. Merci. La réforme du financement de la sécurité sociale consiste d'abord dans un recul de la cotisation. Et ça, dans tous les pays dans ce qu'on appelle l'Europe bismarckienne, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la France, la Belgique, dans une moindre mesure les Pays-Bas, l'Espagne, financent la sécurité sociale par une socialisation du salaire dans la cotisation. Et depuis les années 90, dans ces pays-là, la cotisation recule et elle est remplacée par de l'impôt, et la réforme actuelle, s'agissant de la Belgique, le projet de réforme relève de cette logique-là, avec les questions posées autour des dotations et du financement alternatif, étant entendu qu'il y a recul de la cotisation démarré avec la tax shift, mais qui est programmée aussi pour l'avenir. Pour la France, nous avons le même dispositif depuis, disons massivement depuis 1994, de recul de la cotisation à travers des exonérations de cotisations patronales et de dotation budgétaire à la place de la cotisation, et qu'une loi qui, en 1994, impose d'ailleurs que cette dotation soit du même montant que le recul. Mais qu'importe, l'essentiel, c'est de voir que la fiscalité substitue à la cotisation. Et cela dans une espèce de grande difficulté de mobiliser les salariés autour de la cotisation. Dans les pays qui ont une tradition de cotisation, à la différence de l'Europe nordique, anglo-nordique, où c'est davantage l'impôt qui finance, dans les pays qui ont une tradition de cotisation, la mobilisation des travailleurs pour promouvoir la cotisation est difficile. Et donc, je crois qu'il faut bien réfléchir sur l'enjeu de la cotisation sociale. C'est là-dessus que je voudrais insister. En commençant par définir la cotisation, je le fais de façon un peu abrupte. La cotisation, c'est une appropriation par les travailleurs d'une part importante de la valeur économique, pour sortir le travail du carcan capitaliste. Je répète, pour cas vous pourriez être un peu surpris par cette définition ou pas voir où je veux en venir. C'est donc une appropriation par les travailleurs d'une part importante de la valeur
les cotisations, par exemple en France, c'est 500 milliards sur les 2000 milliards du PIB. Et dès le départ, lorsque le régime général est créé en 1946, c'est le tiers de la masse salariale, l'équivalent de la moitié du budget de l'État. Ça va être aujourd'hui, c'est 1,5 fois le budget de l'État. Bon. En Belgique, bon, les chiffres ne sont pas les mêmes parce que le PIB est de 400 milliards, mais nous avons une quinzaine de pourcents de la valeur en cotisation. Donc une appropriation par les travailleurs, parce que même si ça a été extrêmement contesté dès le départ et éventuellement vidé de son sens, les travailleurs, les organisations de travailleurs ou des travailleurs élus, en France c'était une élection qui a été supprimée en 1967, mais pendant 15 ans, de 1946 à 61, et formellement jusqu'en 1967, pendant une vingtaine d'années, la sécurité sociale était gérée par des conseils d'administration composés pour les 3/4 de travailleurs élus qui élisaient les directeurs de caisse, donc un monde extrêmement démocratique et populaire de gestion. Alors, cette gestion ouvrière a été évidemment l'objet d'une contestation permanente. Aujourd'hui, elle est assez... elle est plus formelle que réelle, mais elle nous montre aussi la voie de l'avenir. C'est évidemment de revenir à cette gestion par les travailleurs eux-mêmes de ce qui est la part socialisée de leur salaire. Il n'y a aucune raison ni que les employeurs ni que l'État ne gèrent ce dispositif. Le salaire, c'est notre affaire et il doit être géré par nous, bien sûr. Et pourquoi gérer collectivement une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part du salaire qui ne va pas de l'employeur vers le salarié, mais qui va à des caisses qui vont affecter ensuite ce salaire à quoi ? Bien de la production. Je ne saurais trop insister sur le mot production. Il s'agit, avec la sécurité sociale, de sortir le travail du carcan capitaliste. Je vous invite à vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle de dépenses de santé alors qu'on ne parle pas de dépenses d'automobile, on parle de production automobile. On parle de, je sais pas quoi, de production d'information, pas de dépenses d'information. Pourquoi est-ce qu'on dit dépenses de santé et non pas production de santé ? La Sécu, ça produit. Et ça produit sur un mode communiste. J'emploie le gros mot pour continuer à vous titiller, on va dire. Parce que non capitaliste, c'est négatif. Aujourd'hui, il y a une inflation du commun, mais de même que néolibéralisme, c'est pour ne pas dire capitalisme, commun, c'est pour ne pas dire communisme. Et je crois qu'il faut dire les mots pour ce qu'ils sont. Capitalisme, communisme, tout ça est à l'ordre du jour. Et c'est très moderne de remplacer le travail dans le carcan capitaliste par un travail émancipé dans le communisme. Et c'est précisément ce qu'opère la cotisation quand elle est gérée par les travailleurs. Le carcan capitaliste du travail, c'est le fait que ne travaillent, c'est-à-dire ne sont réputés produire de la valeur économique, que ceux qui vont sur un marché du travail se soumettre à un employeur qui est le représentant ou le propriétaire de l'outil de travail pour produire des marchandises capitalistes qui, lorsqu'elles seront, c'est-à-dire produites en vue de valoriser du capital, et qui, lorsqu'elles sont vendues, effectivement, valorisent ce capital. Et tous ceux qui ne sont pas dans cette logique-là ne travaillent pas. C'est pour cela qu'on peut parler de carcan de la pratique capitaliste du travail. Donc on va dire que les fonctionnaires dépensent. Si vous tondez du gazon chez vous, vous êtes réputé ne pas travailler. Si c'est un fonctionnaire, je ne sais pas quoi, employé municipal qui tond du gazon, lui non seulement il ne travaille pas, mais il dépense. Mais si c'est un employé de Veolia qui tond du gazon, alors lui il travaille. Vous voyez, ce que nous appelons travail est complètement enfermé dans un carcan capitaliste. Et ce qu'opère la Sécu, c'est précisément l'émancipation du travail de ce carcan. Et c'est pourquoi il est tellement important de revenir à la cotisation.
La révolution, là encore un grand mot, hein, mais de toute façon, si on ne pratique pas ces grands mots-là, on va continuer à aller de défaite en défaite dans des gémissements ineffables et collectifs. Regardez la pleurnicherie de nos tracts permanentes et leur difficulté à affirmer une classe comme candidate au pouvoir économique. On se plaint, on dénonce, et tout ça ne sert à rien. Au contraire, c'est même tout bénef pour nos adversaires. La plainte et la dénonciation. Supprimons ça de nos tracts et voyons ce qui reste, pas grand-chose. Or, précisément, la classe révolutionnaire qui a réussi, c'est la bourgeoisie. Et c'est notre maîtresse dans cette affaire pour voir qu'est-ce qu'elle a fait. Elle n'a pas mieux réparti la valeur féodale par une bonne fiscalité, par un meilleur partage de la richesse, sinon on serait toujours dans la féodalité. Elle n'a pas pris de l'argent dans les poches de l'aristocratie. Elle n'a pas changé la répartition. Elle a produit autrement. Elle a montré le côté absolument désuet de la production féodale. Elle a changé la définition et la pratique du travail. Et c'est ça, notre responsabilité historique. Changer le travail pour changer la société. C'est ce qu'a fait la bourgeoisie. Changer le travail, c'est changer deux choses. C'est changer le régime de propriété et c'est changer le statut du producteur. C'est ce qu'a fait la bourgeoisie. Il faut du temps, hein. Ce n'est pas la prise du palais d'hiver, cette affaire. Hein. C'est des siècles. Hein. Elle a remplacé le servage par des travailleurs libres sur le marché du travail. Elle a remplacé le régime de propriété féodale par un régime de propriété lucrative d'un tout autre type. Et nous sommes devant la même responsabilité historique, de constituer une classe révolutionnaire qui change le régime de propriété et qui change le statut du producteur pour émanciper le travail de la violence capitaliste et de l'impasse dans lequel le capitalisme met le travail, puisqu'il est indifférent à la valeur d'usage qu'il produit. Et on connaît les désastres écologiques, les désastres de santé de l'agrobusiness, etc., etc. Or, ce que fait la sécurité sociale lorsqu'elle se crée dans ses formes ouvrières, hein, parce que les formes patronales de la Sécu, ça existe depuis que le capitalisme existe, bien sûr. Hein. Dès le 19e, il y a de la sécurité sociale, bien sûr, mais capitaliste. Les formes ouvrières de la sécurité sociale telles qu'elles se construisent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est précisément cette capacité d'une classe à se constituer comme telle pour produire autrement. Produire sans employeur, produire sans propriété lucrative, produire sans marché du travail, qui sont sans crédit, pardon, qui sont les trois institutions centrales du mode de production capitaliste. Le marché du travail avec des employeurs, la propriété lucrative et le crédit pour financer l'investissement. Tant que nous restons dans une logique de marché du travail, de propriété lucrative et de crédit, nous allons vers la défaite parce que la mondialisation du capital rend inutile pour le capital de faire des concessions territoriales, de meilleure répartition de la valeur. C'est fini, cela. Nous avons pu conquérir de meilleure répartition de la valeur dans un capitalisme non mondialisé qui devait faire des concessions territoriales. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous n'êtes pas content, ça ne vous plaît pas, je vais ailleurs. Donc, si nous ne nous approprions pas l'outil de travail, si notre boussole, ça n'est pas de changer le régime de propriété, si nous ne sortons pas le travailleur de ce travailleur libre sur le marché du travail pour en faire un travailleur reconnu politiquement comme producteur par un salaire lié à sa personne et non pas à son emploi, n'espérons pas sortir de la défaite dans laquelle nous sommes englués depuis 30 ans et qui est extrêmement lourde de conséquences démocratiques puisque le fascisme est à nos portes en Europe et ailleurs.
Et donc, la poursuite de la capacité qu'a eue la classe ouvrière de produire autrement, c'est cela qui est à l'ordre du jour. J'espère avoir le temps de le développer lorsque arriveront le débat, parce que j'arrive bientôt au bout de mes 15 minutes. Simplement, je voudrais prendre l'exemple de la santé. Vous voyez, en s'emparant et en le gérant d'une part suffisante de la valeur, les travailleurs ont été capables de mettre en place un appareil de santé qui repose sur une propriété d'usage. Il n'y a pas de propriété capitaliste. Elle existe en matière de médicaments, hélas. Alors, je vais en tenir à l'exemple français, si vous voulez bien, hein. La santé, c'est 12% du PIB, c'est 240 milliards sur un PIB de 2000 milliards. Il y a 40 milliards de médicaments qui sont de la production capitaliste. On n'a pas pu sortir la production de médicaments du capitalisme. Mais les 200 autres milliards, c'est-à-dire pas rien, c'est pas rien, 200 milliards, hein, 10% du PIB, relèvent d'une production non capitaliste et d'une production communiste, c'est-à-dire propriété d'usage de l'outil de travail. Il n'y a pas de propriété lucrative de l'outil de travail. C'est un patrimoine qui ne rapporte rien à aucun propriétaire, ce patrimoine-là. C'est une propriété d'usage. Et là, nous sommes dans le communisme, dans la propriété d'usage. Financement de l'investissement par subvention. Tant que la cotisation a augmenté, elle a doublé, hein, elle double, elle passe de 32% du salaire brut en 1945 à 65% du salaire brut à la fin des années 70, elle double en 35 ans. Ça a permis, ce doublement du taux de cotisation a permis à l'assurance maladie de subventionner l'investissement. On n'a pas fait appel au crédit. Nous avons dans les années 60 une mutation totale de l'appareil de santé, hein, aussi bien ambulatoire qu'hospitalier. Ça a supposé un investissement énorme. On est passé d'hôpitaux mouroirs à des hôpitaux soignants. Et cet investissement énorme, il a été financé par subvention. Il n'y a pas besoin de crédit pour investir. Pourquoi est-ce qu'il y a du crédit dans le capitalisme? Parce que ceux qui investissent sont ceux qui viennent de piquer. Le capitalisme en 30 secondes, hein, d'accord? Je suis propriétaire de l'outil, je ponctionne une partie de la valeur que tu produis, je l'accumule dans des centres d'accumulation et je te prête ensuite ce que je viens de te piquer et tu me rembourses. Je te pique, je te prête ce que je t'ai piqué, tu me rembourses. Eh bien, ce que nous avons su faire à grande échelle, c'est ça qui est important, c'est ce déjà-là. Hein. 10% du PIB, ce n'est pas quelques chèvres sur le Larzac. Ce que nous avons su, je ne méprise pas les chèvres sur le Larzac au demeurant, surtout si elles sont bio, tout ça me va très bien, mais ce que nous avons su financer l'investissement par cotisation. Un investissement, ça génère de la valeur à travers le travail plus productif de la période suivante. Cette valeur peut être cotisée, c'est ce que nous avons fait pour la maladie, et ces institutions qui gèrent la cotisation vont subventionner en T+1, la période d'après, un investissement nouveau qui va être lui-même source de cotisation en T+2. Il n'y a pas besoin de crédit pour investir, nous avons fait la démonstration. Et si, je termine là, si nous sommes aujourd'hui dans un système de santé qui reste dans une logique subversive du capitalisme, c'est bien parce que nous avons su nous passer du chantage au crédit pour financer l'investissement. Bien, avec du personnel qui a un salaire à vie, hein, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ou les libéraux de santé. Les libéraux de santé, ils ont un salaire à vie. Donc nous avons inventé le travail indépendant avec salaire à vie, nous avons inventé le travail salarié avec salaire à vie, la propriété d'usage, le financement de l'investissement par subvention. Nous avons inventé un mode de production communiste, à nous de le faire valoir et de le prolonger. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Une petite mise au point peut-être avant de démarrer, parce qu'on m'a dit que je gérais la sécurité sociale, je ne la gère plus. Et donc, dans l'actualité wallonne et bruxelloise de ces dernières heures,
où les gestionnaires de la sécurité sociale sont souvent vus comme étant les plus gros cumulards, puisque Jean-François et moi, nous figurions dans la liste, et Jean-François toujours, de ceux qui cumulent le plus de mandats, mais des mandats, je ne sais pas si on doit dire des salaires communistes ou autres, mais en tout cas, qui ne nous rapportent rien. Et donc, nous gérons effectivement, ou nous co-gérons une partie de la sécurité sociale, mais nous le faisons parce que c'est notre boulot, c'est notre rôle, mais sans en retirer un bénéfice personnel quelconque. Cette parenthèse étant faite, peut-être revenir sur notre système de sécurité sociale, parce que j'ai quand même entendu ce que vient de dire Bernard Friot, et j'entends une large part de l'analyse que l'on peut partager, mais j'ai quand même une série de nuances sur notre système. D'abord, notre système de sécurité sociale belge, c'est un mélange, vous le savez, d'assistance et d'assurance. Il y a des prestations qui ne sont pas liées au fait que vous ayez cotisé ou pas, qui vous sont dues. Quand vous avez une garantie de revenus aux personnes âgées, c'est pas lié au fait que vous ayez cotisé un certain nombre d'années en pension. Lorsque vous avez des prestations minimales, c'est pas lié au fait que vous ayez cotisé un certain nombre d'années. Et donc, notre système de sécurité sociale, c'est un mélange de systèmes d'assistance et de systèmes d'assurance. C'est important de le comprendre. Et donc, effectivement, un peu comme le système français, je pense, notre système de sécurité sociale s'est construit après la guerre sur une base de cotisation, de salaire socialisé, et donc de renoncement à une partie du salaire direct pour financer des fonctions collectives. Ce financement, il est très rapidement devenu insuffisant parce qu'on a connu un certain nombre de développements des prestations, développement du nombre de personnes concernées, développement aussi des secteurs de la sécurité sociale. Et donc, très vite, à côté des cotisations, se sont développés toute une série de financements complémentaires qui ont pris des titres divers et variés. Jean-François les connaît encore mieux que moi. Mais en gros, c'est ce qu'on a appelé en Belgique le financement dit alternatif de la sécurité sociale, c'est-à-dire un melting pot de contributions à côté des cotisations. Pour ce qui nous concerne comme CSC, je sais que c'est une attitude qui est sans doute singulière et qui ne concerne que notre organisation. Nous avons pris des positions de congrès il y a déjà plus d'une quinzaine d'années de cela, pour dire qu'il nous semblait logique que dans un système belge tel que nous le connaissions, les cotisations servent à financer les prestations de sécurité sociale qui soient liées au travail. Si vous perdez votre emploi, si vous avez une maladie professionnelle, si vous avez un accident du travail, si vous êtes retraité pour partie. Mais par contre, qu'une partie de la sécurité sociale, je pense ici aux allocations familiales, avant qu'elles ne soient défédéralisées, et surtout aux soins de santé, ne sont pas liées au fait que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Et donc, il est logique que ces prestations de sécurité sociale puissent trouver une base de financement plus large. Vous êtes assuré en soins de santé de votre naissance jusqu'à votre décès, et donc il n'y a pas de raison, a priori, pour que ces développements des soins de santé reposent uniquement sur une base de cotisation. On nous a pris pour des fous à l'époque, on nous a dit qu'on allait scinder la sécurité sociale, etc. Et donc je connais les critiques là-dessus. Quand je regarde les chiffres aujourd'hui, en Belgique, en gros, si je prends les prestations liées au travail, on peut dire qu'elles sont grosso modo, même si tout est globalisé dans le financement, financées par des cotisations, et que le reste est financé par des revenus divers. À une nuance près, et c'est l'enjeu du débat sur la sécurité sociale, c'est qu'évidemment, comme les dépenses continuent à augmenter, il y a deux possibilités, ou trois. Soit de vous augmenter les cotisations pour faire face aux dépenses, soit de vous augmenter les autres sources de revenus, soit de vous devez diminuer les dépenses. Et donc, le gouvernement avait établi la dotation d'équilibre, c'est un mot un peu barbare, mais pour dire qu'on comblait les trous de la sécurité sociale au fur et à mesure des besoins, et c'est là-dessus que le gouvernement revient maintenant. Soit, vous devez réduire les prestations, et c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui. Mais donc, attention, dans le débat, il y a effectivement un financement par cotisation, et puis il y a un financement plus général. Alors, pour ce qui nous concerne, en tout cas, au niveau des enjeux, moi j'en vois quelques-uns.
c'est de continuer à trouver cet équilibre entre les prestations dites de base et les prestations liées à vos cotisations, à votre niveau de cotisation, à votre revenu. L'exemple le plus clair, c'est les pensions. Aujourd'hui, nous avons un système de retraite qui fait que le maximum que vous pouvez aller chercher en retraite pour un salarié du secteur privé qui a travaillé 45 ans, c'est plus ou moins 1 500 €. Si vous avez travaillé seulement une partie de votre vie, vous aurez moins, et donc peu de personnes arrivent au plafond, mais l'écart entre le minimum et le maximum, il est assez serré. Et donc là, il faut voir comment on peut, dans un système de carrière longue et avec des carrières qui sont beaucoup plus, et des parcours professionnels beaucoup plus diversifiés que ce que l'on avait au moment où le système de retraite a été mis en place, et une espérance de vie beaucoup plus longue aussi, faire évoluer le système. Un deuxième enjeu qui est important pour nous, c'est une couverture correcte des risques et une prise en compte des nouveaux risques. Les risques qui étaient ceux de 1945 ne sont plus nécessairement les risques actuels. On le voit très bien au niveau des maladies professionnelles. Enfin, on a eu un débat intéressant, Jean-François a eu l'occasion d'y participer aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec le burn-out, les risques psychosociaux, toutes ces maladies qui sont soit liées au travail, soit qui sont des maladies de longue durée, mais dont on ne sait pas exactement déterminer la cause. Comment est-ce qu'on les finance aujourd'hui? Comment est-ce qu'on les couvre? Donc ça, c'est un enjeu important. Et au plus on va être sélectif dans les risques qui sont couverts, au plus le risque, et c'est un risque qui est très frappant en France, c'est que toute une série de personnes, de citoyens se disent « Ah mais moi, ce risque-là, je ne l'ai pas, et donc je me désaffilie. » Et donc, on cotise en fonction du risque qui est le sien, propre. C'est vrai que si moi je travaille dans un bureau, j'ai peu de risques a priori d'attraper de la silicose. Ouais, on cotise quand même tous pour financer ces risques collectifs. C'est vrai que si vous travaillez dans un secteur dit protégé, je ne sais pas s'il en existe encore beaucoup aujourd'hui, vous avez sans doute moins de risques d'avoir une perte d'emploi ou un chômage de longue durée si vous êtes super diplômé. Mais ce risque existe. Et donc vous ne pouvez pas aujourd'hui choisir de dire je m'affilie en fonction du risque qui est le mien. Tout le monde cotise pour tous les risques. Et ça, c'est un enjeu pour nous important. Un autre enjeu, et qui est sans doute nouveau au niveau de la sécurité sociale, et c'est un enjeu pour nous comme interlocuteurs sociaux, la sécurité sociale a fonctionné historiquement sur base du fait que vous étiez au travail ou en dehors du travail. Vous étiez au travail, vous étiez retraité, vous étiez au travail, vous étiez malade, vous étiez au travail, vous étiez chômeur, vous étiez au travail, vous aviez un accident du travail, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a parfois une porosité beaucoup plus grande entre ces différentes périodes de vie. C'est pas parce que vous êtes malade que vous êtes automatiquement écarté du travail ou que vous devez rester complètement en dehors du travail, ça dépend du type de maladie qui est la vôtre ou de votre aspiration à vous. Et je ne parle pas de quelqu'un qui a une extinction de voix ou qui a un cancer grave, etc. Mais on sait bien qu'on est dans des discussions difficiles, par exemple, sur la reprise progressive du travail. Et donc, il y a toute cette porosité des situations qui sont aujourd'hui des situations qu'il nous faut prendre en compte. Ce que je veux dire par rapport à la responsabilisation, parce que le projet de loi qui a été discuté, c'était un projet dit de responsabilisation, c'est que la responsabilisation, elle existe depuis tout le temps. Enfin, quand nous, on siège dans un comité de gestion, si votre budget n'est pas à l'équilibre en fin d'année, vous avez un problème. Le budget de l'ONEM, dont tout le monde pense qu'il est mirobolant, la moitié du budget de l'ONEM ne sert pas à financer des allocations de chômage. Il sert à financer des compléments aux travailleurs actifs. Et donc, on a des mécanismes de responsabilisation qui existent aussi sous des formes diverses dans les soins de santé, etc. Il y a un secteur pour lequel c'est quasi impossible, c'est les pensions. Par définition, on sait quelle est l'espérance de vie, on sait quelles sont les carrières des uns et des autres, on sait qu'on a une population vieillissante, et donc on sait que ces budgets vont augmenter. Et donc, ce qui nous pose problème, notamment dans les discussions actuelles, c'est d'une part de faire comme s'il n'y avait pas de mécanisme de responsabilisation. Il y en a toujours eu, et il y en a aujourd'hui, et des très fortes. Demander aux personnes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui à quel point elles sont responsabilisées dans tout leur trajet. Elles sont activées, elles sont sollicitées en permanence, elles sont menacées, elles sont contrôlées en permanence.
Mais c'est aussi de se dire qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui sont inéluctables. Et j'en prends deux. Les pensions, je l'ai dit. Mécaniquement, la population vieillit, mécaniquement, on vit plus longtemps. Et donc, on sait que le budget des pensions va augmenter. J'en prends un deuxième qui est moins connu. C'est ce qu'on appelle en jargon l'incapacité primaire, c'est-à-dire la première année de maladie en Belgique. On sait que ce nombre explose aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de possibilités de partir en pré-retraite, parce qu'on a des personnes qui sont malades plus longtemps. On sait, les études des mutualités l'ont montré, que ces budgets vont exploser. Et donc on ne peut pas simplement dire on fixe la barre à 100, si le niveau est 100 aujourd'hui, et on va maintenir ce niveau à 100 pour les années à venir. Il faut qu'on puisse prendre en compte ces évolutions. Et ce que le gouvernement fait aujourd'hui, c'est de dire pas de problème, on va prendre en compte ces évolutions. Mais on va regarder comment évolue le produit intérieur brut. Et là, je rejoins ce qu'a dit Bernard Friot. Ces indicateurs-là ne sont pas des indicateurs qui sont des indicateurs pertinents pour un débat sur la sécurité sociale. Il faut qu'on regarde quels sont les paramètres intéressants et de se dire qu'il faut faire évoluer le financement de la protection sociale en la matière. Et donc, même si Bernard Friot n'aime pas beaucoup ces termes de risque ou ces mots qu'il faut faire disparaître des pancartes syndicales, je pense que les risques majeurs, c'est le risque que beaucoup d'arbitrages se fassent soi-disant gagnant-gagnant, et nous le voyons tous les jours dans les discussions que nous avons avec les employeurs en disant « mais on va faire un deal, hein. Vous allez gagner plus, et moi je vais payer moins comme employeur ». Sauf qu'on oublie toujours qu'il y a un tiers, il y a un troisième partenaire, et ce troisième partenaire, c'est la Sécu. Quand vous diminuez les cotisations, vous sapez le fonctionnement même de votre sécurité sociale. Et donc pour nous, c'est un enjeu important. Il y a un risque de responsabilisation individuelle accrue. Alors, il y a des domaines dans lesquels les uns et les autres pouvons être responsabilisés, mais on ne peut pas être responsabilisé par rapport à sa perte d'emploi, par rapport au fait d'être malade, par rapport au fait de retrouver ou pas un emploi. Donc, il y a des impossibilités en termes de responsabilisation. Et donc, ça, c'est vraiment, pour nous en tout cas, des risques qui sont des risques majeurs dans le financement de la sécurité sociale. Et donc, pour le dire plus simplement encore, nous sommes aujourd'hui face à des employeurs qui nous disent « pas de problème, nous ce qu'on veut c'est de la sécurité tarifaire, c'est savoir combien on paye et on veut mettre ça dans une enveloppe et que notre enveloppe elle ne bouge pas ». Mais ça c'est juste impossible à partir du moment où les risques augmentent, à partir du moment où le nombre de personnes concernées est plus important. Donc il nous faut trouver des sources qui soient des sources structurelles de financement de la protection sociale. Et vous aviez une deuxième question qu'on n'a pas abordée sur l'avenir du syndicalisme dans ce cadre-là. Je pense que notre rôle, il a toujours été et il reste de défendre une justice sociale et un progrès social pour tout le monde. Pour tout le monde. Et donc je suis très frappée de voir à quel point aujourd'hui toute une série de situations ne sont plus dans les débats publics. Je parlais de l'incapacité primaire, ces malades de longue durée. Je suppose que vous avez vu, pour certains d'entre vous, ce reportage sur la fibromyalgie où on dit, voilà, fibromyalgie, on ne sait pas soigner, on faisait des séances de kiné, on limite les séances de kiné. On ne solutionne pas le problème, on réduit simplement l'enveloppe. Point barre. Et donc, notre rôle à nous, il est aussi de dénoncer ce genre de pratique. Notre rôle à nous, il est aussi d'émanciper et de travailler à l'émancipation du monde du travail. Et travailler à l'émancipation du monde du travail, ça veut dire aussi construire des droits liés à la personne et pas seulement à sa situation sur le marché du travail. Je pense que ça, ce sera un des enjeux du débat important. Juste, mais sans vouloir entamer la polémique avec Bernard Friot, j'ai quand même des bémols sur le système de santé, parce qu'on n'est pas très loin de certains hôpitaux bruxellois dont les tarifs n'ont rien de tarifs socialisés, dont la pratique de la médecine n'a rien d'une pratique publique de la médecine. Et donc, je pense qu'il ne faut pas d'angélisme en la matière. Il faut continuer à pouvoir avoir des régulations fortes de ce système de protection sociale. Merci Marie-Hélène. Je profite d'avoir le micro pour juste remettre en perspective la
la carte blanche que vous avez donc signée à propos du danger de cette réforme sur la sécurité sociale. Et en fait, en la lisant, ce qui m'a un petit peu étonnée, parce que vous venez de dire, oui, donc il est nécessaire d'aller chercher la cotisation. Mais dans cette carte blanche n'apparaît absolument pas justement cette possibilité d'aller vraiment réclamer l'augmentation des cotisations comme si c'était devenu inéluctable. Et donc voilà, je lance un petit peu aussi la question à Jean-François. Oui, merci. D'abord, je voudrais dire que si je n'avais pas été ici en remplacement de Marc Goblet, ad interim, comme vous l'avez dit, j'aurais été quand même dans la salle parce que j'avais envie d'écouter ce que Bernard Friot, ce que Marc Goblet aussi disait, hein, mais ce que Bernard Friot disait. Par ailleurs, je vais essayer de répondre aux deux questions. Hein. On n'avait pas les questions à l'avance, donc savoir le modèle de sécu et l'avenir du syndicalisme. La question centrale, c'est de savoir quel est le modèle de société qu'on souhaite. À la FGTB, on a l'habitude de dire on veut une société plus juste et plus solidaire. Une fois qu'on a dit ça, quand on voit où on en est, c'est pas grand-chose. Donc la question est, je vous avoue que je suis dans une période assez particulière de ma vie professionnelle. Je suis comme ça dans une situation compliquée et en pleine introspection, et donc je me pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on se trompe, est-ce qu'il faut revoir des choses. Alors, pour répondre aux deux questions, je vais revenir moi à 1945 et à la FGTB à ce moment-là. Nous, il est clairement inscrit dans notre déclaration de principe, quand on se constitue, qu'on s'inscrit dans la lutte des classes. Aussi un gros mot, il y en a qui tombent en syncope quand on parle de lutte des classes. Et donc le principe qui prévaut à ce moment-là, c'est de se dire, voilà, qui crée la richesse. Là, je pense qu'il y a c'est une question centrale, qui crée la richesse. Nous, on considère que ce sont les travailleurs qui créent la richesse, et donc il est normal qu'on se réapproprie ce qu'on a créé. Ça, c'est le principe de base. Et donc, voilà, combat pour une société sans classe, abolition de la propriété privée des moyens de production, tout ça, c'est dans les concepts de base qui prévalent à la FGTB. On est en 45, là. Et il y a le pacte social de 45, on crée la Sécu, mais au-delà de ça, on amène la concertation sociale, la négociation collective. Et là, quelque part, Sécu, oui, c'est vrai, là, on sort du concept de capitalisme, puisque voilà, c'est nous qui... Mais la négociation collective, là, finalement, on est dans le cadre capitaliste. On accepte de rentrer dans le cadre capitaliste. Ce qui fait qu'en 45, on ne signe pas le pacte. C'est pas assez radical. On est dans une situation où on ne se retrouve pas, et nous, en 54, on passe par un congrès de réforme de structure anticapitaliste, parce que justement, on ne sait pas où on se situe. On a la Sécu, on a créé la Sécu, les employeurs, eux, cherchent une paix sociale, nous, de notre côté, on veut généraliser des assurances sociales, en même temps, on est dans un cadre de négociation collective, et donc, on ne sait pas trop bien où on se situe. Alors, mais la question, là, à cette époque-là, c'est que, finalement, on pense créer les conditions économiques pour pouvoir négocier du social. Je répète, moi, parfois dans des interviews, on est toujours dans ce cadre-là. On essaie de créer un cadre économique pour pouvoir négocier du social. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce qu'on doit passer à autre chose? C'est ça, pour moi, la question centrale. Alors, aujourd'hui, on a toujours notre déclaration de principe, donc qui est toujours inscrit dans nos statuts, hein, dans nos fondements, et ça vit, hein, qu'on s'inscrit dans la lutte des classes. C'est très vivant, et il y a plusieurs tendances au sein de la FGTB. C'est très vivant dans certaines tendances, c'est beaucoup moins dans d'autres. C'est comme ça, c'est la démocratie, on avance, il y a des rapports de force internes qui se construisent. On peut dire que le combat de classe, même s'il y en a qui s'évanouissent, est plus que jamais présent, hein, plus que jamais d'actualité. Enfin, tout le monde connaît, hein, quand Buffett dit oui, ça existe, et d'ailleurs c'est la mienne qui est en train de gagner. Bon, c'est pas les gauchistes de service qui le disent, c'est lui qui reconnaît ce combat de classe. Mais dans les faits, et c'est là que je suis dans l'introspection, le combat des syndicats, ici, c'est plus forcément de lutter contre l'exploitation, mais c'est de dire on défend la concertation sociale. Tous les jours, Marilyn et moi, on essaie de défendre la concertation sociale, de redonner un sens, et de tenter de réduire les inégalités. C'est ce qu'on essaie de faire. Via les mécanismes de redistribution de richesse, pas distribution, redistribution, Sécu, services publics, liaison bien-être.
on en parle pour l'instant, mais on est toujours dans un cadre capitaliste. Ça, c'est un constat. Donc ça signifie que si on reste imprégné, nous, de cette volonté de sortir du système capitaliste, en réalité, je dois constater qu'on le cautionne. On le cautionne, on essaye d'atténuer ses effets, et là, donc, on est dans le rôle des syndicats. Quel est notre rôle? Est-ce qu'on est des tampons? Est-ce qu'on est des mouvements d'émancipation? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre rôle? Alors moi, je dois constater, c'est pour ça que vous voyez que je retrouve une certaine liberté de ton en fonction de l'actualité, mais que on est occupé à perdre le combat de défense de la concertation sociale et la lutte réelle contre les inégalités. On est occupé à les perdre. C'est un constat pour moi. La Sécu, le projet de réforme de financement, ça a été cité. Les 3 attaques qui font que si jamais ça passe, c'est fini. La Sécu, elle est privatisée. Et je l'ai dit, c'est une scission du pays parce que c'est le dernier instrument de solidarité au sein du pays. Les services publics, on est en train de les perdre totalement. Ils sont laminés tous les jours. La concertation, on essaie de grappiller. On sort d'une discussion sur un projet d'AIP, on essaie de grappiller, nous. Hein. Mais le terme, c'est ça, c'est grappiller. C'est pas se réapproprier, c'est grappiller. Mais on n'est pas dans les partages de gains de productivité, parce qu'en 1945, c'était ça, hein, le deal. On partageait les gains de productivité. On n'est pas là-dedans. Et donc, là, on est en train d'essayer de basculer, enfin, ils sont en train d'essayer de nous basculer dans des négociations individuelles, plus collectives. Alors, le projet d'AIP, j'y reviens quand même. Est-ce que la concertation sociale repart? Moi, je pense que les employeurs sont conscients qu'on est en train d'atteindre des limites. Et ils ont besoin d'une négociation collective pour avoir de la paix sociale, ça, ils en sont conscients. On a une répartition de l'enveloppe bien-être qui, malgré le fait que le gouvernement nous a ponctionné 40%, pour moi, n'a jamais été aussi bien répartie. Les chômeurs, 3,5% d'augmentation, on n'a jamais eu ça. Et donc on négociait employeurs-syndicats. Parce que j'ai l'impression que les employeurs se disent on est en train d'atteindre des limites et ça va se retourner contre nous. Et je pense qu'ils ont peur que ça éclate et ils ont peur de perdre le contrôle. Et là, on en revient sur le rôle des syndicats. Et je suis très critique sur le rôle des syndicats quand je dis ça. Alors pour moi, il y a 3 options possibles. La première option, c'est on continue à glisser sur la pente. On continue à glisser, on laisse casser les mécanismes de redistribution de richesse, hein, la Sécu, les services publics. On passe de mécanismes de solidarité qu'on a toujours défendu vers de l'individualisme, privatisation. On essaye de freiner les inégalités, mais on ne s'attaque pas à leurs fondements profonds. Et donc là, c'est l'allocation universelle qui vient, qui naturellement va venir. L'allocation universelle, définition, parce qu'il y en a plein de définitions, mais définition Friedman, école de Chicago, hein, conseiller de Pinochet et compagnie. C'est parce que ça va venir naturellement. La deuxième option, c'est de revenir à une réelle concertation sociale. Et donc, partage des gains de productivité. Essayer de revenir à cet équilibre rapport capital-travail. Parce que c'est bien, c'était cité, vous l'avez dit, rapport capital-travail, c'est le capital qui n'arrête pas d'engranger, 10 points de PIB depuis quelques années, et le travail qui est perdant. Donc, deuxième option, c'est de revenir à ça, un équilibre. Ça peut être une option. Et c'est d'ailleurs là-dedans qu'on s'inscrit, nous, pour l'instant, en tant que syndicat. Parce que, voilà, on est face à des révolutions qui sont en cours, digitalisation, numérisation, robotisation et compagnie. Si on arrive à récupérer les gains de productivité pour revenir à l'origine d'un pacte qui est de dire on partage les gains de productivité, peut-être qu'on peut s'inscrire là-dedans. Et je pense que, en tout cas, à l'heure actuelle, en fonction des rapports de force, c'est l'option qui serait privilégiée par les syndicats, de récupérer cet équilibre, et alors de renforcer les mécanismes de redistribution de richesse, de renforcer les salaires, y compris la réduction collective de temps de travail, parce que via cette récupération des gains de productivité, on arrive à redistribuer cela, et on rééquilibre les choses. La troisième option, pas possible de revenir à un rééquilibrage du rapport capital-travail, et alors les inégalités explosent, il y a un dilutement du rôle des syndicats, total, privatisation, individualisation et compagnie. Et là, effectivement, la seule option, c'est la révolution. Révolution, ça veut dire changer les choses. Hein. C'est même pas un gros mot, ça, c'est révolution, changer les choses. Mais ça veut dire sortir du système capitaliste. La deuxième option, j'y reviens, c'est l'option qui est privilégiée par les syndicats en fonction des rapports de force, c'est de dire on reste dans un système capitaliste, mais on essaye de rééquilibrer les choses. On considère que ceux qui produisent des richesses sont les travailleurs, mais qu'il y a peut-être le capital qui produit quelque chose, et donc on essaie de trouver un équilibre. Ça, c'est les 3 options, selon moi, qui sont actuellement sur la table. Alors, il y a des arguments qui justifient de sortir du système, c'est clair. C'est une question de rapport de force seulement. Moi aussi, hein, je suis pour la révolution, il faut sortir du système, mais est-ce qu'on a un rapport de force pour sortir du système? Il y a des arguments qui justifient d'inverser le rapport capital-travail. Là, on est dans la deuxième option. Donc, il y a des arguments qui justifient ça. Quand on regarde les théories libérales qui se basent sur les inégalités pour construire un cadre, soi-disant bénéfique au niveau économique et donc social.
Il y avait Atkinson, qui étudiait les inégalités. Et quand on regarde les théories libérales, et donc ces arguments qui nous permettent de proposer autre chose comme modèle, il y en a 3 pour moi. Il y a le théorème de Smith, qui dit les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Faux sur toute la ligne. Les profits, on les a vus, les investissements et les emplois, en tout cas de qualité, 0. La deuxième théorie, c'est la théorie du ruissellement. Et ça, pour l'instant, ça fait beaucoup circuler, mais on en parle dans certains milieux, mais ce n'est pas encore assez popularisé. C'est que la théorie du ruissellement, c'est favoriser les riches, via la fiscalité notamment, parce qu'ils vont créer de la valeur ajoutée et ça va ruisseler sur les couches inférieures. Ah ouais, c'est ça. Mais les libéraux se sont basés là-dessus, pour développer les inégalités et pour expliquer qu'on devait favoriser le capital. Ça, c'est une théorie centrale de leur programme, de ce gouvernement-ci et en Europe. Ce qui se passe, c'est que le FMI lui-même, c'est pas la FHTB, c'est le FMI, qui dit non, vous augmentez d'1% les revenus des 20% les plus riches, ça produit moins d'1% de PIB. Vous augmentez d'1% les revenus des 20% les moins riches, ça produit 1,34% de PIB. Et donc leur théorie s'est effondrée, leur fondement. Troisième théorie, c'est la courbe de Kuznets. La courbe de Kuznets, c'est une courbe qui dit que quand un pays se développe, au début, augmenter les revenus fait accroître les inégalités. Mais atteint un certain seuil, les inégalités, rediminuent. Et donc sur base de ça, les libéraux disent on peut accroître les inégalités et favoriser les riches parce que ça va créer, à un moment donné, ça va se stabiliser et ça va réduire les inégalités. Pas de chance, c'était complètement faux. Et donc le rapport d'Oxfam ici a montré que totalement faux. Donc on voit que les théories qui ont justifié le fait que le rapport capital-travail s'inverse du côté du capital et pas du côté du travail sont complètement fausses. Les économistes de droite le reconnaissent. Et malgré ça, on continue à faire comme si de rien n'était. On continue, et on négocie les miettes. Alors voilà, sur base de ça, la conclusion c'est que c'est pas en arrosant le capital, c'est pas en arrosant le capital qu'on va réduire les inégalités. C'est pas en instaurant une allocation universelle qui n'a rien à voir avec le salaire à vie, une allocation universelle qu'on va réduire les inégalités, que du contraire. L'allocation universelle, c'est partager la misère. C'est partager la misère, c'est faire pression sur les salaires, et c'est ceux qui n'ont pas de patrimoine resteront dans la misère et accepteront des jobs à 3 €, même à 75 ans, si c'est encore en vie. Donc c'est ça le problème. Donc c'est pas ça les solutions. Alors pour moi, il y a 2 pistes. La première piste, c'est soit on arrive à inverser la courbe de redistribution des richesses. Donc ça veut dire qu'on récupère les 10 points de PIB, on retrouve une situation qu'on a pu connaître à une époque qui nous permet non pas de sortir du système, non pas de le cautionner non plus, même si finalement on ne s'attaque pas totalement aux raisons de l'exploitation, mais de se dire on augmente les salaires, on réduit collectivement le temps de travail pour embaucher, pour maintenir un salaire. On renforce les mécanismes de redistribution de richesse. Ça, c'est la piste. Est-ce qu'on a le rapport de force pour le faire? Ça, c'est la volonté. Et dans le cadre actuel, je ne peux pas dire autre chose. Au niveau syndical, même si au niveau de la FHTB, on s'inscrit dans la lutte des classes, c'est l'option qu'on essaye d'obtenir. Parce que la deuxième option, là, c'est de se dire que ce n'est pas possible. Et alors là, il faut une révolution, ça c'est clair. C'est pour ça que je m'intéresse vraiment à ce concept de salaire à vie, avec tout ce que ça implique, avec pour moi un rôle des syndicats aussi là-dedans, mais de se dire, révolution, changer les choses, si on n'arrive pas à un moment donné. Mais je répète, le patronat, les employeurs sont conscients qu'ils ont atteint des limites dans la façon dont ils sont en train de se développer. On ressent, il y a plusieurs indices qui montrent cela. Donc maintenant, je ne prends pas position d'un côté ou de l'autre. Je dis simplement, je fais des constats. Je dis qu'il y a des pistes qui s'ouvrent, que les syndicats ont un rôle à jouer, mais que la révolution probablement ne viendra pas de syndicats. La révolution viendra des citoyens, et les syndicats ont certainement un rôle à jouer pour renforcer ces éléments-là. Mais il faut être conscient des options qui nous sont offertes, être conscient des rapports de force à construire pour aller dans telle ou telle direction. Et voilà, je pense que c'est les débats qu'on devra avoir dans les prochains temps, parce qu'on verra si on continue à aller vers un système qui nous amène à un point de rupture totale. Certains diront qu'il est déjà dépassé, et je suis de cela, de dire que le point de rupture est déjà dépassé. Ou est-ce que certains diront non, on va essayer comme en 1945, même s'il n'y a pas eu de guerre, la guerre elle est là.
c'est pas une guerre physique ici en Europe directement, même s'il y a certains endroits où c'est compliqué. Mais voilà, la guerre, elle est là. C'est le capital qui a tout spolié. Et donc, voilà, il y a des options qui s'offrent à nous. Maintenant, on doit voir quelle option on doit prendre en fonction des éléments qui ont été cités juste avant. Je m'arrête ici. Voilà, donc moi je vais conclure ce premier tour par un propos qui est plus lié à la question du chômage, évidemment, parce qu'on m'a demandé d'intervenir ici en tant que militant d'un collectif de défense du droit au chômage, collectif qui est joint, donc qui s'appelle Riposte CTE. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer par revenir sur l'origine, simplement expliquer un peu d'où vient ce collectif, pourquoi il s'est constitué, et en particulier pourquoi il s'est constitué. Il a fait le choix de se constituer en dehors des structures syndicales. Ça a été une vraie question, ça continue à être une question. Je vais vous exposer un peu les raisons qui ont motivé ce choix-là. Pour en arriver ensuite au type de revendication qu'on met en avant, et donc la perception qu'on se fait du débat sur la réforme de la sécurité sociale et aussi sur les propositions d'allocation universelle qui sont liées, et montrer un petit peu quelle lecture on fait de ce débat-là, de la position syndicale dans ce débat, et quel genre de propositions nous on met en avant du point de vue qui est le nôtre. Alors Riposte CTE, ça vient d'où? Donc ça a été créé en 2012. Au moment de la réforme d'Irupo, donc l'attaque qui instaurait la réforme d'Irupo contre le droit au chômage notamment, c'est-à-dire l'introduction de la dégressivité accrue des allocations d'insertion et la limitation dans le temps, des allocations de chômage et la limitation dans le temps des allocations d'insertion, donc deux mesures extrêmement violentes, en particulier la seconde, puisqu'elle privait tout simplement de droits une dizaine de milliers de personnes du jour au lendemain, et c'est constitué aussi une attaque au principe d'illimitation dans le temps des allocations de chômage, qui pour nous est fondamental. Donc à partir de ce moment-là, il y a toute une série de personnes à Bruxelles, à Liège, qui ont voulu d'abord comprendre ce qui allait arriver, puis ensuite essayer d'organiser une riposte. Et comme je l'ai dit, à Liège, ça a abouti à la constitution de notre collectif, qui a donc fait le choix de se constituer en dehors des sections syndicales, pour deux raisons essentiellement. La première, c'est lié au fonctionnement interne aux syndicats, et à la ou plutôt à la non-représentativité qu'ils accordent assez largement, de notre point de vue en tout cas, aux chômeurs. C'est-à-dire que la seule possibilité qu'on a en tant que chômeur d'être entendu au sein d'un syndicat, en fait, c'est de rejoindre ce qu'on appelle des groupes spécifiques. Alors, c'est les groupes de TSE, commission TSE, travailleurs sans emploi, qui sont des groupes qui n'ont pas de pouvoir décisionnel au sein de la structure et qui sont en plus considérés comme tels, c'est-à-dire comme des groupes spécifiques. Or, pour nous, la question de la défense du droit au chômage, ce n'est pas une question de chômeurs, c'est une question de salariés. C'est-à-dire le chômage est une défense de l'ensemble des salariés contre le patronat. C'est un moyen, c'est un levier en tout cas extrêmement puissant pour ne pas accepter qu'on soit mis en concurrence tous ensemble. Et donc défendre le droit au chômage, c'est pas défendre la position des chômeurs, c'est défendre l'ensemble des salariés contre la possibilité d'une attaque patronale. Donc on avait énormément de mal déjà avec le fait que la seule possibilité qu'on avait en interne, c'est de se retrouver dans des groupes dits spécifiques aux côtés de sans-papiers, aux côtés de retraités, aux côtés, comme si c'était pas une problématique générale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on insiste à se qualifier comme collectif de défense du droit au chômage et non pas comme collectif de chômeurs. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on ne se reconnaissait pas non plus dans les mots d'ordre qui étaient mis en avant. C'est-à-dire ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on entendait en tout cas des instances syndicales qui dénonçaient, il faut le dire, qui dénonçaient fermement les mesures d'Irupo, mais qui disaient c'est scandaleux, c'est injuste de priver ces personnes, de s'attaquer aux chômeurs, ils ne sont pas responsables du chômage, ce qu'il faut c'est créer de l'emploi. Donc il faut se battre pour créer de l'emploi, on va mettre en avant des propositions pour créer de l'emploi, ramener ces gens-là dans l'emploi. La solution, elle est là. Toutes les personnes qui se sont réunies dans Riposte, en tout cas, ne partagent pas, se reconnaissent pas dans ce mot d'ordre-là, parce qu'elles n'ont pas spécialement envie de se retrouver dans des emplois qui sont de plus en plus précaires, qui sont écologiquement de plus en plus désastreux. Et en fait, nous, ce qu'on voulait défendre, c'était pas l'emploi, c'est notre salaire, c'est la possibilité de toucher un salaire. Et la plupart des personnes qui militent actuellement à Riposte travaillaient très bien en dehors de l'emploi. Donc notre problème, c'était pas qu'on nous donne du travail et qu'on nous dise comment et pourquoi travailler, on savait très bien le faire tout seul. Ce qu'on voulait, c'était garder le salaire qu'on avait, c'est-à-dire le salaire socialisé qu'on nous versait via le chômage, et pouvoir décider, nous, du type de production qu'on allait mettre en avant, quoi. Et pas nous forcer à nous réinscrire dans des emplois qui, comme je le dis, sont écologiquement désastreux pour la plupart, sont exercés dans des conditions catastrophiques. Et en plus, d'après nous, cette revendication de l'emploi, c'est aussi une impasse stratégique. Ça fait 40 ans qu'on avale couleuvre sur couleuvre au nom de l'emploi, en espérant qu'on nous redonne un petit peu d'emploi en échange. On voit bien que ça ne mène à rien. Donc de toute façon, c'est une impasse stratégique. Et en plus, c'est une revendication sur laquelle nous, on se retrouvait en tout cas pas. Donc on a fait ce choix-là de se constituer en dehors des structures syndicales. C'est un choix qu'on continue d'interroger, puisque évidemment on se prive de toute la capacité de mobilisation des syndicats.
Et on doit faire le constat qu'on n'a pas réussi à mobiliser sur ces questions-là de manière massive. On n'a quasiment rien obtenu comme victoire concrète. Donc il y a une vraie question qu'on continue de se poser et qu'on continuera de se poser dans un avenir proche. C'est que faire? Est-ce qu'on fonctionne à côté des syndicats, contre les syndicats, avec les syndicats, mais dans un rapport extérieur? Et comment les syndicats perçoivent des collectifs comme les nôtres qui ont ces positions-là et qui ont les griefs que je peux expliquer, mais aussi les interrogations réelles sur le type de revendication à mettre en avant, ce qui rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit. Et donc oui, pour en arriver alors à ce moment-là à la perception que nous on se fait, donc ça c'est les deux grandes questions qui ont fait qu'on s'est créé en dehors. La perception qu'on se fait nous du débat sur la Sécu, et notamment la question de l'allocation universelle dont on parle de plus en plus, elle est de nouveau assez ambiguë de notre point de vue. C'est que d'une part on se retrouve entièrement dans les craintes qui sont exprimées et les dénonciations des versions de l'allocation universelle qui aboutissent en fait à détruire complètement la Sécu. C'est-à-dire on donne à chacun un montant qui est en plus généralement dérisoire, on élimine toute la Sécu et chacun se débrouille. On est évidemment totalement contre ça, puisque ça nous rendrait encore plus dépendants d'emplois extrêmement précaires. En fait, ça revient à partager la misère, vous l'avez bien dit, et à subventionner les patrons, et on reste entièrement dépendant du marché du travail, et encore plus que jamais. Donc on n'est pas du tout là-dedans. Donc on est entièrement d'accord pour dire qu'il faut défendre la Sécu contre ce type d'attaque-là, plus ou moins voilée d'ailleurs. Sauf qu'on n'est pas pour défendre la Sécu à n'importe quelle Sécu, ou en tout cas dans n'importe quelle perspective. C'est-à-dire pour nous, la Sécu, elle doit se défendre non pas comme un palliatif à l'emploi, dans une perspective où le but premier serait de remettre un maximum de personnes dans l'emploi et d'avoir à côté quand même une Sécu assez forte, en tout cas financée peu importe comment, pour garantir qu'il y a un filet. C'est pas ça qu'on estime être nécessaire de devoir défendre. Pour nous, il faut défendre une extension de la logique de la Sécu comme un lieu où on peut expérimenter un type de production, un type de rapports sociaux qui sont précisément libérés des rapports de subordination, d'aliénation et d'exploitation qui caractérisent la relation d'emploi à l'heure actuelle. Donc c'est pour nous, dans cette perspective-là, qu'il faut défendre la sécurité sociale. Et voilà, c'est assez important de notre point de vue. Je vais juste essayer d'expliquer à quel type de revendication ça peut s'accrocher, puisque ça paraît peut-être un peu abstrait, mais en termes concrets, ça implique en termes de revendications, des revendications qui peuvent se retrouver dans les revendications syndicales actuelles, par exemple l'individualisation des droits, ça c'est évident. La suppression évidemment de toutes les attaques contre le droit au chômage qui ont été votées depuis 2012, parce que le gouvernement Michel évidemment en a remis une couche. Mais ça passe aussi par un certain nombre de revendications qui sont peut-être moins consensuelles ou moins largement partagées. Par exemple, on est pour la suppression totale des contrôles disponibilité, parce qu'on considère qu'on n'a pas de compte à rendre sur le genre d'emploi qu'on a envie d'exercer. On est aussi pour, alors comme Anne l'a bien dit, on est pour une réduction collective du temps d'emploi, sans embauche compensatoire et évidemment sans diminution de salaire. Ça nous paraît évident. Si on considère que la sécurité sociale, c'est un salaire socialisé, il nous paraît aberrant de revendiquer une réduction collective du temps d'emploi, ou même du temps de travail, et de la financer par exemple, des exonérations de cotisations, parce que ça reviendrait à la financer avec notre salaire. Donc ça, c'est une première chose. Alors on a entendu, par exemple, la FGTB, à travers la voix de Marc Goblet, accepter ce genre de compromis-là. Ça nous paraît intolérable, puisque, en particulier dans le contexte qu'on a dit avec l'offensive qui a eu lieu et les gains que le capital s'est accordé sur la valeur ajoutée, encore revendiquer maintenant des avancées plus ou moins en les finançant par notre salaire, ça nous paraît aberrant. Donc ça, c'est une première chose. Mais on est contre aussi l'embauche compensatoire. Simplement parce que, comme je l'ai expliqué, notre but, c'est pas de partager l'emploi, c'est pas de remettre un maximum de personnes dans des emplois dans lesquels ils n'ont pas forcément envie d'être. Quel sens est-ce que ça a de dire à un chômeur on a obtenu une belle victoire, tu vas pouvoir maintenant aller avec d'autres travailler dans une centrale nucléaire, travailler à fabriquer des objets qui vont être jetés dans la seconde. C'est pas vraiment le genre de partage de travail qu'on a envie de faire. Il y a du travail à partager, il y a du travail à exercer, mais on peut très bien l'exercer en dehors de l'emploi. Et donc pour nous, ce qui est important, c'est de réduire collectivement le temps d'emploi d'une manière radicale, mais de développer le temps de travail possible en dehors de l'emploi et en dehors de toutes ces contraintes. Donc ça passe aussi évidemment, et alors je rejoindrai un petit peu le propos qui a été tenu par Bernard, ça passe par un plein paiement des cotisations sociales, qui sont effectivement une manière de reconnaître directement une production de valeur qui est effectuée en dehors de l'emploi. Et donc nous, dans le cadre de nos réflexions à Riposte et de nos mobilisations, parce qu'on a beaucoup réfléchi à comment articuler
voilà, un projet de société aussi et développer nos revendications en fonction de ça, on est tombé sur les propositions du réseau salariat de Salaire à Vie. Et c'est évident que pour un collectif de chômeurs qui ne se reconnaissait pas dans la victimisation généralement qu'on accole aux chômeurs, c'est-à-dire pauvre vous, on va se battre pour vous remettre dans l'emploi, hein, ça doit vraiment être très difficile d'être dans votre situation. Vous faites rien de la journée. Bon, on se retrouvait pas dans ce discours-là. On a l'impression de faire plein de choses. Et par contre, on a ici une proposition qui dit, mais vous travaillez, vous êtes des producteurs. Et d'ailleurs, le chômage, l'allocation que vous percevez, c'est pas une aumône que la société vous fait, c'est un salaire socialisé qui reconnaît une production de valeur. Alors c'est évident qu'un collectif comme nous, avec les sensibilités comme les nôtres, s'est emparé tout de suite d'une proposition et d'une lecture comme ça. Et on trouve qu'elle est extrêmement pertinente à l'heure actuelle et qu'elle répond à toute une série d'enjeux qui ont été évoqués ici. Et voilà, on voulait voir, ce soir c'est l'intérêt aussi d'être là, c'est de voir comment cette mesure-là est reçue par les syndicats et comment des collaborations éventuelles, alors dans une lutte, dans une perspective clairement anticapitaliste, pourraient s'envisager à partir de lectures-là et de sensibilités qui sont exprimées par des collectifs comme les nôtres. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc, nous avons vu apparaître dans les interventions donc, une sorte de clivage assez classique entre deux visions. Hein. La première qui pousserait plutôt pour la restauration de la société salariale avec la revendication du plein emploi. Avec la question, voilà, ces deux visions qui rejoignent un peu les deux options dont parlait Jean-François. Peut-on continuer à croire au retour à un emploi de qualité, des bons horaires, des bons salaires, des bonnes prestations sociales? Peut-on continuer à y croire? C'est un peu ça. Et prôner alors la réduction collective du temps de travail pour un meilleur partage de l'emploi au pire, des richesses au mieux. Après, justement, la deuxième vision, c'est une vision qui est anticapitaliste et qui affirme, et plutôt vers une société qu'on pourrait appeler post-salariale, sans emploi et sans employeur. Donc, qui pose la question, est-ce que la mobilisation pour l'emploi est obsolète et est-ce qu'on doit passer, en fait, au stade de la revendication en s'émancipant du rapport salarial? Donc, et là, évidemment, c'est la revendication de la réduction collective du temps d'emploi que tu viens d'évoquer. Donc, il me semble que là, il y a des options qui sont assez clairement définies. Et voilà, étant donné les interventions qui viennent d'avoir lieu, je pense qu'il est important que chacun des intervenants puisse revenir, puisse discuter éventuellement ces deux options et surtout ne pas se lamenter, mais bien justement penser à quelles seraient les possibles revendications et stratégies politiques pour créer des alternatives, dans l'option 1 ou dans l'option 2, mais un petit peu insister sur la stratégie politique, puisque je pense qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi et que ce n'est pas le syndicat l'ennemi a priori, c'est qu'au contraire, justement, la question, c'est celle des revendications et des stratégies. Donc, voilà. Qui veut quoi ? Oui, important. C'est vrai que j'oubliais, je voulais justement rappeler. Est-ce qu'il y a des questions déjà qui sont... Ah, donc là, c'est le moment. Hein, vous avez 20 minutes à peu près pour écrire vos questions et qu'on ait le temps ensuite de faire la synthèse. Merci. Combien on a d'interventions dans cette table ronde là, oui, pardon, 5 minutes. Ouais. 5 minutes, d'accord. Je voulais réagir sur plusieurs points, et quand je dis réagir, qu'on se comprenne bien, c'est du débat. D'abord, nous ne plaidons pas pour le maintien ou la restauration à tout prix d'une société salariale. Qu'est-ce que c'est la société salariale ? C'est ce que Bernard Friot a expliqué tout à l'heure. C'est aussi, à un moment donné, là, le partage, c'est ce que Jean-François a évoqué également, le partage des gains de productivité entre des éléments d'emploi, des éléments de salaire et des éléments de temps de travail. Aujourd'hui, l'économie change et donc nous devons réinterroger la question de temps de travail, les questions de revenus et les questions d'emploi. Et dans l'emploi, j'aimerais quand même qu'on ne l'oublie pas. Qu'est-ce que c'est un emploi à la base ?
c'est pas le plaisir d'avoir un emploi. Un emploi, c'est d'abord ce qui doit permettre de vivre dignement. C'est ce qui permet de s'émanciper individuellement. C'est pas pour rien que les femmes ont milité aussi longtemps pour avoir accès au travail. Et c'est ce qui permet d'être reconnu socialement. Faites le test et demandez à 90% de la population, présentez-vous. La première chose que la personne va faire, c'est dire qui je suis professionnellement. Et c'est un problème pour ceux qui n'ont pas de passé professionnel ou qui n'ont pas de profession. Donc, nous ne militons pas et nous ne défendons pas à tout prix une société salariale ou une restauration de je ne sais quelle société. Nous vivons dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui et nous devons regarder comment le progrès social est et reste possible aujourd'hui pour tous les travailleurs, c'est-à-dire sur les questions de revenus. Et la question est de savoir est-ce qu'on doit aller vers un revenu de base ou pas. Je l'ai dit tout à l'heure, des revenus de base, il en existe plein. Il en existe dans l'assistance, Minimex, mais il est conditionné. Il en existe en pension, il en existe en soins de santé. Et puis, il y a toute une série de personnes qui sont privées de revenus de base aujourd'hui. Notamment les personnes qui sont exclues des allocations d'insertion et qui n'ont rien du tout. Et la question, c'est est-ce qu'on doit uniformiser ces revenus de base et puis après permettre à chacun de gagner sa vie comme il l'entend, en travaillant, en ne travaillant pas, en ayant un emploi, en n'en ayant pas. Et donc, c'est des questions qui sont en débat aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle n'est plus nécessairement localisée ici, avec un employeur qu'on connaît, etc. C'est un peu déterritorialisé. Donc, ces questions-là, elles sont posées. J'ai quand même quelques réactions par rapport à la dernière intervention. Je ne peux pas partager, même si je comprends les arguments mis en avant par Riposte, le fait que au sein des organisations syndicales, il n'y a que les TSE qui défendent les personnes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Jean-François l'a rappelé tout à l'heure, quand dans un accord interprofessionnel avec les employeurs, on va plaider pour augmenter les minima en chômage d'1,7%, de 3% pour d'autres allocations, je m'excuse, ça ne rapporte pas 1 euro aux actifs, qui sont quand même ceux qui votent à un moment donné. Hein. Et donc, je trouve la vision un peu réductrice de le présenter comme ça. J'ai une deuxième question. Qui paye les cotisations aujourd'hui ? Qui paye les cotisations qui permettent d'assurer les revenus de base ? Je suppose, vous, moi, chacun d'entre nous. À un moment donné, la question est et reste posée de se dire quel consensus social est-ce qu'on va trouver dans une économie, dans un pays, dans une région, pour pouvoir dire que on paye des cotisations, je paye, vous payez, nous payons des cotisations, pour permettre à certains de dire « mais nous, de ce système, on ne veut pas ». C'est une vraie question. Je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Nous n'en avons pas au niveau de l'organisation. Je dis c'est une vraie question. Parce que nous devons reconnaître aussi aujourd'hui qu'une série de personnes n'ont rien. Beaucoup de jeunes notamment n'ont pas de perspective et n'ont rien, mais c'est une vraie question. Et alors, il y a quand même une généralisation que je n'aime pas beaucoup, même si vous ne l'avez pas faite. Mais c'est parce qu'elle vient très souvent dans le discours. Beaucoup de personnes sans emploi aujourd'hui, elles se définissent comme privées d'emploi. Elles ont une identité qui est une identité qui n'est pas une identité fière. Moi, je me rappelle des discours syndicaux où dans les années 70, on disait quand il y aura 100 000 chômeurs en Belgique, vous allez voir, ce sera la révolution. On est passé à 200 000, à 300 000, à 400 000, ça n'a pas été la révolution. Parce que les personnes qui n'ont pas de boulot, elles ne sont pas fières de ne pas avoir de boulot. C'est pas facile de se mobiliser pour elles. Mais tant mieux s'il y en a. Je dis juste que c'est pas la majorité aujourd'hui et que c'est une difficulté réelle aujourd'hui. Je ne porte pas encore une fois de jugement de valeur là-dessus. Je vois que beaucoup de personnes se rendent compte aujourd'hui que le retour vers un emploi, il devient difficile, voire impossible. Et donc il faut qu'on se questionne. Comment est-ce qu'une société au XXIe siècle considère que 200 000, 300 000, 400 000, peu importe qu'il n'y en aurait même qu'un, personne a une place dans la société et quelle place on veut donner à chacun dans la société. Et donc,
ce sont ces débats-là qui sont les débats qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc, moi, je n'ai pas à me positionner en disant on est pour ou contre, etc. Mais je voudrais simplement attirer votre attention là-dessus. Pas de réduction sur le rôle que nous pouvons jouer à un moment donné. Moi, je peux vous dire que certains ne demanderaient qu'une chose, c'est qu'on s'occupe que des actifs. Hein. On n'irait pas se battre pour, comme l'a dit Jean-François, 60% d'une enveloppe fixée par le gouvernement et on donnerait des augmentations aux bons allocataires, c'est-à-dire les malades et les pensionnés, et tous les autres, basta. C'est pas ce qu'on a fait. Et donc, je trouve que c'est quand même important et je ne veux pas qu'on le minimise. Alors, je sais bien que dans un monde anticapitaliste, c'est sans doute peanuts, 1%, 2%, 3%. À la fin du mois, ça fait 1%, 2%, 3%. Et je ne prends pas ça comme une victoire, je prends ça comme un combat juste nécessaire par rapport à notre travail. Une dernière réflexion par rapport au monde anticapitaliste, ce n'est pas un secret du côté de la CC, on n'est pas anticapitaliste, mais pas pour le plaisir d'être capitaliste ou anticapitaliste. C'est qu'admettons que demain, on soit sorti du capitalisme. On met quoi à la place ? Est-ce que vous croyez... Non, j'entends dans une assemblée comme celle-là, j'entends la discussion et je suis prête à la discussion là-dessus. On met quoi à la place ? Je veux dire, est-ce que nous croyons un instant, collectivement ici, que les moyens de la finance vont se réguler tout seuls ? Qui vont revenir spontanément vers vous, vers moi, vers les citoyens ? Qu'ils vont se relocaliser automatiquement dans de l'activité productive ou dans de l'activité socialisée, comme l'appelait Bernard Friot tout à l'heure, je pense que ce n'est pas aussi facile que ça. Et donc, voilà, puisqu'on est dans un lieu de débat, je souhaite aussi que l'on puisse avoir débat là-dessus. Je pense important de se saisir d'une mutation importante de la jeunesse. C'est-à-dire que aujourd'hui, et c'est un choix partiellement négatif, devant la désertification industrielle, devant des propriétaires d'entreprises qui vont ailleurs, mais aussi devant l'indifférence de la production capitaliste à la valeur d'usage de ce qui est produit, avec les effets aussi bien anthropologiques qu'écologiques désastreux. Il y a maintenant une fraction certifiée de la jeunesse, une fraction diplômée de la jeunesse qui fait sécession. Et ça, c'est très important parce que ne pas vouloir produire de merde pour le capital, être en position de récuser les institutions du marché du travail, de la propriété lucrative, du crédit, tout cela, c'est une attitude politiquement extrêmement importante. Et dans ma jeunesse à moi, nous n'étions pas vraiment marqués dans cette situation. C'était plutôt ceux qui étaient en échec scolaire, qui cherchaient à échapper au marché du travail en étant commerçants, etc. Et ceux qui avaient des diplômes se précipitaient sur le marché du travail. Donc je pense qu'il y a là une nouveauté politiquement extrêmement importante parce que le changement du travail, c'est ce que souhaite faire cette fraction-là de la jeunesse, produire autrement. Le changement du travail, c'est le cœur du changement de la société. Cette jeunesse qui bricole avec des dispositifs fragiles en matière aussi bien de subventions, d'investissement que de propriété de l'outil, que de ressources, peut être tentée par un dispositif de revenu inconditionnel. Si au lieu de toucher, je prends le cas français, si au lieu de toucher les 450 € du RSA, mais qui sont conditionnels et qui imposent de répondre régulièrement à des lettres de la caisse d'allocation familiale, puisque c'est les CAF qui gèrent ça, disant vous avez touché de trop, vous n'avez pas déclaré ceci, cela, enfin bref, c'est tout un côté inquisitorial. Le fait de dire nous allons distribuer à tous 800 € ou 1000 € inconditionnels, ça fasse un tabac. Moi, je pense que dire c'est mauvais, ça ne sert à rien de dire ça. C'est une position morale qui nous laissera battus une fois de plus. Ce qu'il faut, c'est à ces jeunes qui
bricole de l'alternative. Dans le bricolage, il n'y a aucun mot négatif, hein, c'est pas du tout négatif. Hein. De l'alternative ici et maintenant, il faut absolument, et j'ai bien aimé la façon dont Cédric Leterme posait la question, avec les syndicats, sans les syndicats, etc., dedans, mais avec autonomie. Il faut absolument que ce type de mobilisation, tout à fait nouveau, je crois, vraiment tout à fait nouveau, et politiquement très fort, rejoigne la tradition syndicale. Moi, je plaide pour qu'il y ait une convergence de ces deux traditions. La tradition syndicale a consisté à créer des droits à l'intérieur de l'emploi, en imposant le salaire à la qualification par la convention collective, en imposant la cotisation sociale à un niveau très élevé pour socialiser les salaires, en imposant le code du travail. Toutes choses auxquelles, précisément, ces personnes qui sont dans l'alternative n'accèdent pas. D'où la tentation du revenu de base, du revenu universel. Il y a dans la leçon syndicale quelque chose de décisif. Nous devons conquérir des institutions macro. Il ne suffit pas de faire de l'alternatif ici et maintenant, parce que cette alternative-là est très fragile et peut être totalement exploitée par le capital. Parce que le logiciel libre est complètement récupéré par le logiciel propriétaire, parce que l'usage de la plateforme collaborative est l'occasion de verser une rente aux propriétaires capitalistes de la plateforme, parce que multiplier, et vraiment, je suis si admiratif envers cette jeunesse que ne voyez aucun humour dans ce que je dis, pas du tout, hein. Mais multiplier, je sais pas, les éoliennes au fond de son jardin, ça ne supprime pas Areva et ça ne supprime pas l'industrie nucléaire. C'est-à-dire que nous devons marcher ensemble. Ça me paraît décisif. Ça suppose certainement, et là, je ne veux pas répondre évidemment à la place des représentants syndicaux, mais de mon point de vue, et sans me situer en donneur de leçons, j'essaye de me situer comme chercheur, ça suppose que l'on renonce à l'idée d'un meilleur partage de la valeur capitaliste. Parce que c'est un projet qui aujourd'hui n'a plus aucun fondement. Dans un capitalisme mondialisé, le capital n'a plus besoin de faire de concessions territoriales. Il n'y aura aucune concession en Belgique, aucune en France, aucune en Allemagne, nulle part. Les pays de capitalisme ancien sont des pays dans lesquels la compétition internationale des travailleurs générée par la financiarisation du capital et sa capacité à globaliser le profit pour utiliser des droits des travailleurs disparates sur la planète fait que le projet de revenir, mettons, aux 40% pour le travail, qui était celui des années 80, de récupérer les 10% qui sont allés au capital, ce projet est un projet absurde, qui nous condamnera à l'échec. Nous sommes dans l'échec depuis 30 ans, et ça suppose donc, encore une fois, que l'action syndicale soit une action d'auto-organisation des salariés. Les meilleurs de nos militants, moi je suis un militant syndicaliste tout à fait classique, hein, et je rends hommage aux syndicats, ils ne me feraient jamais dire un seul truc négatif sur le syndicalisme. Je pense que le syndicalisme est une institution de très grand progrès, il y a un trésor de militance là-dedans formidable, et que vouloir faire l'impasse là-dessus est absurde, d'accord ? Il y a, cela dit, le syndicalisme est dans une impasse stratégique pour le moment, ça c'est clair. Les meilleurs de nos militants passent leur temps à discuter avec des gens qui n'ont plus rien à négocier, avec les patrons. Plus rien. Quand on voit l'usage de l'agenda d'un militant aujourd'hui, d'un responsable, etc., c'est discuter pour rien. Des queues de cerises, éviter des reculs, etc.
Donc, revenir à la finalité syndicale telle que le syndicalisme la pose au début du XXe siècle, c'est-à-dire l'auto-organisation des salariés. Un, c'est audible par cette jeunesse dont je parle. Deux, c'est sortir de la défaite. Et auto-organiser les salariés, ça suppose effectivement de faire un travail considérable pour sortir de l'idée que tu dis et qui est très juste, le réflexe spontané d'un travailleur, c'est de demander que quelqu'un lui donne de l'emploi, que quelqu'un lui donne du travail. Il y a une intériorisation complète du statut de mineur social construit par la pratique capitaliste du travail. Et donc, auto-organiser les salariés, c'est d'abord les convaincre qu'ils n'ont pas besoin de patron pour travailler, qu'ils n'ont pas besoin d'aller sur le marché du travail, qu'ils n'ont pas besoin de subir le chantage du crédit, puisque, et c'est là que je reviens à la Sécu, nous avons prouvé, alors évidemment que l'hôpital, il ne faut pas rosir le tableau, puisque depuis 30 ans, il n'y a pas de hausse des cotisations, alors que les besoins de santé augmentent, évidemment qu'il y a une très grande difficulté à l'hôpital, évidemment qu'il y a des dérapages, etc., etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'attendent nos adversaires pour dire, voyez bien que ça ne marche pas. Hein. Donc, de même qu'on ne me fera jamais dire du mal des syndicats, on ne me fera jamais dire du mal non plus de l'hôpital, d'accord ? C'est-à-dire de la capacité que nous avons eue de produire 10% du PIB sans employeur, sans capitaliste et sans prêteur. Nous pouvons tout produire sans employeur, sans capitaliste et sans prêteur. Le projet de plein emploi est un projet absurde. C'est une faute syndicale, c'est une faute stratégique, mais c'est inutile de dire cela dans une espèce de mise en cause du trésor d'organisation et de militance. Enfin, en dehors des syndicats, qu'est-ce qu'il y a d'organisé de militants dans ce pays ? Rien. On ne va pas compter sur les partis politiques quand même, j'espère, etc., etc. Donc, nous avons des lieux décisifs qui sont, je crois, dans la panade idéologique, qui ferait bien d'enquêter du côté de cette jeunesse qui les ignore ou qui les méprise à tort, et essayer, c'est ce que nous essayons de faire à Réseau Salariat, hein, la jonction entre la militance classique telle que nous l'avons construite de façon si remarquable dans le syndicalisme et qui est aujourd'hui dans la panade, et ces militances nouvelles qui, parce qu'elles sont très fragiles, ont le risque de finalement céder aux sirènes capitalistes. Merci. Oui, moi je vais peut-être revenir plus précisément sur 2 points en fait. Le premier, c'est que j'ai pas dit que les syndicats ne défendaient pas les chômeurs. Je trouve qu'ils ne les défendent pas assez par moment. Après, ça c'est un autre point de vue. J'ai jamais dit qu'ils ne les défendaient pas. J'ai dit que les chômeurs n'étaient pas représentés dans les instances syndicales. Et vous l'avez rappelé, seuls les actifs votent, comme si c'était évident. Ça me paraît pas évident et c'est un gros problème. Quand on a un chômage de masse depuis quand même énormément de temps, les structures syndicales sont toujours calquées sur un mode de représentation qui exclut de fait une proportion importante des travailleurs de ces instances décisionnelles. Donc il y a là un gros problème de représentativité. On ne demande pas à être défendu, on demande à être représenté, à avoir voix à nos organisations, parce que souvent on est affilié. Hein. Donc ça c'est la première chose, je ne dis pas qu'ils ne les défendent pas, je dis on demande à être représenté, ce qui implique de redéfinir la façon dont le syndicalisme pense la représentation des travailleurs dans ces différentes instances, etc. Deuxième point qui est lié, vous dites effectivement comment est-ce qu'on fait à partir du moment où c'est les actifs qui payent les cotisations. Bon, c'est une lecture que je ne partage pas. Je pense que les cotisations sont calculées sur base des salaires, mais c'est pas les actifs qui payent les cotisations, c'est une partie du salaire qui a été socialisée. Enfin, ça, on peut revenir là-dessus, mais c'est tout un discours qui consiste à victimiser les chômeurs et à les présenter effectivement comme des travailleurs sans emploi, comme des personnes en attente qui ne font rien et dont on accepte, avec qui on accepte d'être un peu solidaire en payant des cotisations.
C'est un peu le même discours qui consiste à dire on paye les fonctionnaires, c'est mes impôts qui payent les fonctionnaires, à rien foutre. Non, les fonctionnaires travaillent et ils ont un salaire socialisé qui reconnaît leur production. On peut dire exactement la même chose des chômeurs. Le salaire socialisé à travers les cotisations reconnaît la valeur et le travail socialement utile qui est réalisé dans le chômage. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle et de plus en plus, il y a des choses infiniment plus socialement utiles qui sont produites dans le chômage que dans l'emploi. Donc est-ce que c'est pas ça qu'on a envie de soutenir finalement comme genre de production ? Donc on ne demande pas la solidarité, on se demande simplement à vouloir produire des choses intelligentes, utiles, etc. Et je pense que le chômage est un lieu où on peut le faire, et donc il faut se battre pour étendre cette possibilité-là à travers toutes les mesures que j'ai dit, donc systématiquement accroître les possibilités qu'offre en tant que laboratoire social le chômage et plus largement la sécurité sociale. Voilà. Tout d'abord, quand je disais que moi je voulais écouter Bernard Friot, mais je savais ce qu'il allait dire, hein, donc c'est pas du masochisme, hein, donc en tout cas ça m'intéresse fortement cette vision qui est développée. Et deuxième chose, c'est que par rapport à ce que tu dis, et ce que Riposte dit, moi j'estime qu'il y a des convergences, que oui, tu as raison, sur le fait que dans nos structures, on ne donne pas, la parole ne soit pas représentée, et ce qu'on appelle effectivement des groupes spécifiques. Probablement, le vocabulaire est important dans tout ce qu'on fait. Hein, on parle de charge sociale, on parle de trucs, de pouvoir d'achat. Voilà. Et donc, oui, je pense qu'il y a une réflexion à avoir et voir comment on doit créer des convergences sur des terrains qui sont effectivement des terrains qu'on doit développer et continuer à développer ensemble. Donc, je sais que parfois il y a des problèmes de personnes, hein. Parfois il y a des écueils, mais on doit à un moment donné essayer de dépasser ça pour voir comment on peut mener des combats ensemble. Alors, moi je suis persuadé, et c'est pas de la démagogie quand je dis ça, hein, c'est que sortir du cadre capitaliste doit rester l'objectif. Si, à partir du moment où on dit non, on peut même plus dire ça, on peut même plus le penser, on peut même plus faire des propositions, on est foutu. Je pense qu'on est foutu. Il y a des combats essentiels, hein, contre le capitalisme. Hein. 10 multinationales au niveau mondial qui spéculent sur les matières agricoles et qui font que sur les 70 millions de morts au niveau mondial, il y en a 36 millions qui meurent de faim, parce qu'il y a 10 multinationales qui spéculent sur le marché de la faim. Oui, c'est un combat anticapitaliste qu'on doit mener ensemble et qu'il est possible de mener. Moi, quand j'ai les travailleurs sans papier qui viennent ici en Belgique et que j'ai le secrétaire d'État, hein, qui est premier en popularité en Belgique, hein, Franken, qui dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais qui en même temps cautionne ces multinationales, dont certaines avec des appartenances belges, hein, qui vont créer la misère dans le monde et qui forcent les gens à devoir tout quitter. Oui, ce sont des combats essentiels à mener et on doit les mener. Et les syndicats ont leur rôle à jouer. On est dans les structures internationales, on essaye de mener des combats qui sont difficiles, mais on doit les mener. Donc dire qu'on doit sortir de ce cadre capitaliste doit rester l'objectif à atteindre. Alors, maintenant, c'est toujours la question du rapport de force. On peut me le dire comme on veut, mais il faut un rapport de force pour pouvoir mener ces combats et tenter de sortir de ce cadre. Alors, on va répondre après. Ouais, on va essayer de répondre après, mais je vais essayer d'aller au bout de mon raisonnement, sinon, comme j'ai la tête un petit peu ailleurs, je vais me sortir. Mais on répondra aux questions après, sans problème. Le chemin, il y a un chemin pour atteindre. Le problème, c'est que les révolutions en cours pour l'instant, c'est pas les révolutions qu'on souhaite, c'est les révolutions, enfin, en tout cas, pas comme elles sont formulées, c'est une révolution dans la digitalisation, dans la robotisation, et ça, c'est en cours. Et donc, les emplois vont diminuer, quoi qu'on en fasse. Quoi qu'on veuille, ça va diminuer. Et donc, on a intérêt à réfléchir à des schémas alternatifs. La question, justement, mais on en revient toujours au rapport de force, c'est les emplois vont diminuer, il faut réfléchir à comment récupérer les gains de productivité. Et là, je suis obligé de constater qu'effectivement, même si l'objectif à atteindre reste de mener des combats anticapitalistes et de sortir du cadre, ici, nous, en tant que syndicat, on essaye de récupérer des gains de productivité et c'est là-dessus qu'on s'axe. Est-ce que c'est la bonne voie ? Est-ce qu'on ne doit pas changer d'option ? Voilà, le débat est ouvert, mais en tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on conçoit les choses, de récupérer ces gains de productivité. Alors évidemment, on défend la réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire et maintien du salaire, parce que pour nous, effectivement, c'est une façon de récupérer une part de nos richesses. Alors, dans la récupération de cette part des richesses, la fiscalité a un rôle essentiel. Est-ce que c'est possible d'avoir une fiscalité plus juste ? Est-ce qu'en ayant une fiscalité plus juste, en récupérant des moyens via la fiscalité, on peut développer des services publics ? On a beaucoup critiqué ici en Belgique Cuba, la médecine gratuite, l'enseignement et compagnie. On a beaucoup critiqué tout ça. Mais est-ce qu'il est possible via la fiscalité de récupérer une partie de la richesse
et donc de redistribuer ces richesses. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Moi, je reviens sur un élément qui est passé comme ça inaperçu. Hein. C'est le 12 août 2011, j'ai noté la date. Le 12 août 2011, le système devient complètement fou. Il y a en bourse les micro-opérations, là, je sais pas, en nanosecondes, ça se passe, qui deviennent complètement fous. Et le 12 août 2011, les hautes autorités de régulation bloquent la spéculation sur les ventes à découvert, donc des produits hautement spéculatifs. Hein. Ils bloquent dans 6 pays, dont la Belgique, pendant 15 jours. Qu'est-ce qui nous empêche, à un moment donné, s'il y a le rapport de force, s'il y a une volonté politique, si les syndicats s'organisent, si on décloisonne et qu'on a un mouvement collectif suffisant, de dire, soit est-ce qu'on doit rallumer, est-ce qu'on doit réappuyer sur l'interrupteur pour continuer les ventes à découvert, soit si on doit rallumer, qu'est-ce qui nous empêche de ponctionner une partie? Ça, c'est la volonté qu'on doit développer en commun. Et de dire, là, on se réapproprie une partie des richesses, on redéveloppe des services publics qui redistribuent la richesse, et via les autres propositions sur les gains de productivité, là, on recrée des cotisations sociales, la Sécu, et donc on redistribue les richesses d'une façon ou d'une autre. Mais les possibilités, elles existent. Techniquement, elles existent. C'est la volonté politique qui n'y est pas. Et on doit ramener, dire d'abord, convaincre que c'est possible, et puis proposer des éléments concrets qui disent on peut, via la fiscalité, récupérer la part de richesse qui est dans les mains d'autres et qui pourra nous servir. Évidemment, il y a un contexte européen, un contexte international. Moi, je rappelle que quand on a créé l'Europe, la CECA, Communauté européenne charbon-acier, 52, on dit, il me reste une minute, je vais y aller, on dit, voilà, on va centraliser la production des 2 matériaux de guerre, le charbon et l'acier, à l'époque, et on va s'arranger pour qu'on ne puisse plus les mettre dans les mains d'un seul pays. C'est ça la base. Et on peut critiquer la CECA, je suis le premier à le critiquer, j'étais membre du comité CECA, mais c'est ça. S'arranger pour que les 2 matériaux de guerre ne soient plus dans les mains d'un seul pays. Ici, l'Europe, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est arrangée pour que le matériau de guerre par excellence, le capital, soit dans les mains non plus d'un pays. On l'a dit, c'est d'1%. Et donc, oui, il y a des propositions à faire. Oui, il faut sortir de ce cadre et on peut y contribuer. Mais voilà, il faut le rapport de force, il faut des étapes. Mais on doit garder comme objectif premier de sortir de ce cadre. Ça, j'en suis persuadé.